Merci. Bonjour. Alors, vraiment, on a respecté au petit poil le quart d'heure académique. Aujourd'hui, donc, un atelier du groupe de travail multidisciplinaire qui est entraîné par Louis Affo aujourd'hui avec Sylvain Lejeune. Et on a la chance d'accueillir pour parler des atteintes hépatiques de la drépanocytose chez l'adulte le professeur Christophe Duvou, qui est fortement impliqué dans cette problématique au sein de son service des pathologies à Henri-Mondor. Alors, foie et drépanocytose, peut-être plus que pour les atteintes neurologiques, cardiaques ou rénales, les atteintes hépatiques sont d'une grande variété au cours de la drépanocytose. Sans même parler des pathologies biliaires secondaires au processus hémolytique, il y a des hépatopathies drépanocytaires spécifiques, complexes, très mal comprises jusqu'à présent, dont l'expression est variable et parfois gravissime, posant le problème parfois d'une transplantation hépatique en urgence. Reste enfin la superposition des atteintes hépatiques non spécifiques, comme les toxiques, ils ont beaucoup d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, par exemple, des pathologies infectieuses, virales en particulier, cardiaques, surcharge en fer, pathologie auto-immune. Et tout ça nous amène à écouter attentivement Christophe Duvou. Merci. Merci beaucoup Frédéric et merci Louis pour l'invitation. Donc très agréable avec vous. Alors donc je me présente en effet Christophe Duvou, je suis professeur des pathologies avec une valence greffe hépatique assez marquée. Et en fait, ce que je vais vous montrer, ce sont des choses qui ne sont pas encore très connues ou pas bien systématisées dans la littérature et c'est une connaissance qu'on a acquise au cours d'une trentaine d'années d'analyse de suivi de patients drépanocytaires qui se présentaient avec des manifestations extrêmement sévères hépatiques de la drépanocytose et pour lequel un certain nombre ont été transplantés. Et en fait, en faisant des corrélations entre la présentation clinique et l'analyse des foies qu'on a pu retirer, des foies malades de ces personnes qu'on a pu retirer, ce qu'on appelle les explants hépatiques, on est arrivé à une classification nosologique des manifestations drépanocytaires qui est assez précise maintenant et qu'on est en train de diffuser par publication. Et vous verrez, c'est assez varié. Donc, j'espère pouvoir vous intéresser à travers ce prisme-là. Oui, donc en fait, la drépanocytose, finalement, c'est une maladie avec des atteintes multifactorielles systémiques. Et en ce qui concerne l'appareil digestif, on a pour le foie des atteintes hépatiques pures, des atteintes biliaires, et puis les atteintes litiasiques, en général, vous connaissez très bien. Et puis, on a également un phénomène émergent qui est l'atteinte de l'atteinte du système mésentérique intestinal, qui est encore moins connu que les atteintes hépatiques, je dirais, que je n'aborderai pas aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre la teneur de l'exposé, je vous fais un petit rappel anatomique sur la structure du foie, anatomique et histologique. Ce qui est très particulier au foie, c'est qu'il a une double vascularisation artérielle et portale, et que l'ensemble du sang qui arrive au foie va se distribuer dans le tissu hépatique à travers des petits capillaires qu'on appelle des capillaires sinusoïdes. Et ces capillaires sont très particuliers parce que, en fait, c'est la zone d'échange entre les hépatocytes, la structure métabolique hépatique et le torrent circulatoire. Et entre les cellules sinusoïdales qui bordent le capillaire sinusoïde hépatique, il y a un petit espace qu'on appelle l'espace de 10, avec, vous voyez, à l'intérieur, des cellules qu'on appelle des cellules étoilées, qui à l'état basal sont inactives, mais qui, sous l'effet de stress, en particulier d'une activation de la barrière endothéliale, vont prendre un morphotype de myofibroblastes, et on les considère actuellement comme les cellules précurseurs de tout phénomène de fibrose dans le foie. Donc c'est vraiment les précurseurs de la fibrose hépatique. Et on va voir que ça a une importance très, très caractérisée dans la drépanocytose. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous faites une crise vaso-occlusive? Très fréquemment, le foie est le siège d'une vaso-occlusion. Et vous voyez ici une biopsie hépatique d'un patient en crise vaso-occlusive hépatique. Et vous voyez ici des hématies falciformées qui viennent engorger le sinusoïde hépatique et vont évidemment altérer et activer tous les éléments de la barrière endothéliale et interagir avec le métabolisme des cellules hépatiques qui se trouvent juste derrière. Donc on conçoit qu'il y a à la fois une ischémie et puis des phénomènes d'activation inflammatoire qui vont perturber le fonctionnement du foie. Et puis à côté de ces interactions avec les cellules hépatocytaires, il y a également des microcapillaires qu'on appelle des microcapillaires péritubulaires qui entourent les voies biliaires. Il peut y avoir des situations de vaso-occlusion dans ces microcapillaires biliaires et on conçoit que des phénomènes d'ischémie biliaire vont survenir
survenir et pouvoir entraîner des dysfonctions biliaires et notamment des cholangiopathies drépanocytaires. Donc, on a vraiment deux aspects et les deux aspects peuvent tout à fait être intriqués et enchevêtrés. Donc au final, l'atteinte hépatique, elle est assez spécifique au foie, polyfactorielle, avec des atteintes par vaso-occlusion, dont j'ai déterminé un petit peu la physiopathologie, couplée à la maladie lithiasique biliaire que vous connaissez bien, les cholangites qui peuvent être spécifiques ou non spécifiques, j'y reviendrai, et puis sur ce fond de lésions directement liées à la drépanocytose, on a des phénomènes liés à la surcharge en fer, avec de l'inflammation et de la fibrose, des hépatites virales chroniques B ou C, dont la prévalence peut être élevée chez les patients drépanocytaires d'origine subsaharienne, par exemple, et puis des atteintes spécifiques, et en particulier des atteintes auto-immunes qui sont très fréquemment rencontrées chez le drépanocytaire. J'ai mis alcool parce qu'on a eu un cas de maladie alcoolique sévère grave, mais en réalité, c'est vraiment très marginal dans cette population. Alors, l'atteinte hépatique, deuxième notion, l'atteinte hépatique spécifique, elle est en fait très fréquente, mais elle passe souvent inaperçue, parce qu'en fait, quand vous voyez un patient tout venant qui arrive aux urgences avec une crise vaso-occlusive, si vous regardez ses transaminases, elles sont volontiers élevées, mais modérément, à 2-3 fois les valeurs normales. Il peut y avoir un petit peu d'élévation de la bilirubine conjuguée, et on rencontre ces phénomènes dans des crises vaso-occlusives tout venant dans 10 à 40% des cas. Donc, en moyenne, il faut retenir que 30% des patients admis pour une crise vaso-occlusive générale va avoir une élévation modérée des tests hépatiques qui témoignent d'une vaso-occlusion intrahépatique à minima. Alors, si on s'intéresse aux formes plus sévères, dans les séries autopsiques, on a jusqu'à 20-30% de cirrhose chez ces patients. C'est des séries historiques, hein, donc le contexte est un petit peu différent maintenant, mais on peut concevoir que chez des patients qui avaient en plus de la drépanocytose, des hépatopathies chroniques virales C ou B avancées, la cirrhose était très fréquente. Et quand on regarde dans des séries plus récentes la notion de fibrose hépatique au cours de la drépanocytose, là on a une série de 250 patients, d'âge moyen 40 ans, 40 patients ont eu des biopsies hépatiques cliniquement orientées et on retrouve des fibroses significatives, pré-cirrhotiques ou cirrhotiques dans 4,5% des cas et une hypertension portale mesurée par la prise de pression dans les vaisseaux intrahépatiques dans 5% des cas. Donc ça veut dire qu'actuellement, même actuellement, dans les séries récentes, on a quand même au moins 5% des patients qui ont des lésions hépatiques avancées. Enfin, quand on regarde le poids de la maladie hépatique dans la mortalité des drépanocytaires, on considère sur la base de séries historiques que le foie intervient dans 3 à 11% des décès. Donc c'est une atteinte assez peu connue. Quand on regarde la littérature, il y a un impact significatif sur l'histoire naturelle du patient drépanocytaire. C'est assez peu connu parce que dans la plupart des cas, c'est peu symptomatique, sauf dans les formes très aiguës, très bruyantes que je vais vous montrer. Dans la plupart des cas, ce sont des lésions qui évoluent à bas bruit par séquences successives et on peut arriver à des maladies chroniques du foie évoluées sans avoir eu jamais aucun symptôme. La raison pour laquelle je pense que ces atteintes sont sous-estimées et qu'il faut aller au-devant et les dépister. Alors, rapidement, un tour d'horizon sur les problèmes lithiasiques biliaires, mais vous les connaissez bien. Les problèmes de la lithiase vésiculaire et l'indication de la cholecystectomie. Et ensuite, on va rentrer dans le domaine plus spécifique que vous connaissez moins bien, les cholangiopathies drépanocytaires et ensuite les atteintes hépatocytaires de la drépanocytose qui peuvent être aiguës ou chroniques. Et je vous détailler ça en introduisant dans l'arsenal thérapeutique la place de la transplantation hépatique. Alors, l'incidence de la lithiase vésiculaire chez l'adulte, 58% chez les drépanocytaires SS, 17% chez les SC. Ça peut être tout à fait découvert de façon fortuite à l'échographie ou révélé par une crise de colique hépatique simple. Mais qu'est-ce qui fait la gravité de ça? C'est que dans 50% des cas, on va pouvoir avoir des complications, cholécystite, angiocolite, pancréatite aiguë. Et ça, ce sont des facteurs en soi de gravité qui peuvent amener à des gestes endoscopiques, voire à des interventions chirurgicales. Et ce sont des facteurs de précipitation, de crise vaso-occlusive qui peuvent être sévères. Et donc, ce qui est recommandé, c'est en l'absence de lithiase, surveillance échographique de la vésicule tous les 2 ans. Et s'il y a une lithiase, il va falloir discuter de la cholecystectomie. Alors, soit on attend la survenue d'une première manifestation et on opère, un peu comme on ferait chez une population tout venant, soit on décide de faire des cholecystectomies prophylactiques. Alors, la cholecystectomie prophylactique, à Mondor, on y est assez attaché, mais c'est jamais un geste anodin. Et il y a une morbidité associée à ça, retrouvée dans 7 à 14% des cas, dont la possibilité de déclencher un syndrome thoracique aigu dans 5 à 10% des cas. Donc, il faut toujours quand même réfléchir quand on s'embarque dans une cholecystectomie prophylactique et ne pas négliger ça. Donc, toujours mesurer la balance bénéfice-risque
encadrer le geste d'un protocole préopératoire strict avec des échanges transfusionnels préopératoires, ou un échange préopératoire transfusionnel. Si possible, envisager le geste dans un hôpital tertiaire. Et un point à ne pas négliger, toujours évaluer la fonction du parenchyme hépatique sous-jacent. On s'est piégé il y a 3 ans de ça par un patient qu'on a cholecystectomisé, en fait, qui avait une hépatopathie chronique drépanocytaire très avancée, qui a complètement désamorcé après, et on a dû aller jusqu'à la transplantation hépatique pour le tirer d'affaire. En fait, la cholecystectomie, c'est un patient haïtien qui devait retourner au pays. Il était âgé, 50 ans ou 55 ans. Et en fait, il avait été jugé bon de lui faire une cholecystectomie prophylactique avant qu'il parte en Haïti pour le mettre à l'abri des complications. Donc, vous voyez, il ne faut pas être naïf quand on envisage l'indication d'une cholecystectomie. Alors, les cholangites sclérosantes au cours de la drépanocytose, de notre expérience actuellement, ça nous permet de dégager 3 cadres légèrement différents, mais qui vont tous se manifester de la même façon. Mais dans la physiopathologie de ça, c'est important de bien les différencier. Alors, sur l'image de gauche, ça c'est une vieille cholangiographie péropératoire qui remonte à plus de 20 ans. C'est un cas clinique publié par l'équipe de Beaujon à Clichy. Et vous voyez, donc, c'est une cholangiopathie. On voit des voies biliaires extrêmement mutilées, avec des alternances de sténose de dilatation. Ici, une voie biliaire gauche très, très altérée, très dilatée, avec un calcul à l'intérieur. Et ça, c'est considéré comme étant des lésions ischémiques associées à cette vaso-occlusion périductulaire, péricanalaire biliaire dont je vous ai parlé. Le deuxième cas, c'est la situation où finalement, du fait d'une lithogénèse exacerbée par l'hémolyse chronique, on a des calculs qui s'accumulent dans les voies biliaires, et ces calculs vont générer de l'inflammation chronique, de l'infection des voies biliaires, et donc des cholangies sclérosantes dites secondaires à l'inflammation chronique des voies biliaires et à la présence de calculs. Ici, c'est une patiente, c'est très intéressant parce que c'est un processus très dynamique. C'est une patiente qu'on recrute il y a 15 ans pour une vaso-occlusion hépatique très sévère. Elle passe le cap. Incidemment, elle a une hépatite auto-immune associée et on lui fait une IRM de référence et on l'inscrit sur liste de transplantation en 2012. Et puis, elle va s'améliorer. Donc, elle sort des indications de transplantation et elle revient 10 ans après avec une septicémie à salmonelle. Et en fait, on lui refait une IRM et on tombe sur un empirement complet de l'arbre biliaire avec une cholangite sclérosante secondaire. Donc, vous voyez, c'est un processus qui s'est installé sur 10 ans et qui est absolument révélateur de ce qui peut se passer et ce qui probablement incite à surveiller régulièrement les patients sans atteinte biliaire initialement et voir ce qui se passe dans l'histoire naturelle. Alors, le troisième cadre, c'est un cadre assez fréquent également, c'est celui d'une maladie biliaire inflammatoire très connue des hépatologues qu'on appelle la cholangite sclérosante primitive. C'est une maladie en général de l'homme jeune, associée volontiers à une maladie inflammatoire digestive, donc une MICI, souvent une rectocolite hémorragique. Et là, on a un aspect assez caractéristique de cholangite sclérosante primitive avec des alternances de dilatation, de sténose. Et ces maladies-là peuvent évoluer vers de la cirrhose biliaire secondaire et également le cholangiocarcinome, donc des tumeurs biliaires. Il faut les surveiller très, très attentivement. Donc, 3 cadres finalement distincts. Alors, ces cadres-là, on va les distinguer à partir, comme je le disais, d'une présentation clinique unique. Un point quand même sur la cholangiopathie drépanocytaire ischémique. On a un peu progressé dans la connaissance de cette maladie. Et je vous montre ici une histoire tout à fait curieuse. C'est une patiente guyanaise d'une trentaine d'années, qui nous est adressé pour un bilan pré-transplantation pour une cholangite sclérosante primitive, et associée d'ailleurs à une MICI. Et je tombe sur cette imagerie biliaire avec, vous voyez, une énorme dilatation saciforme de la voie biliaire proximale, également une grosse dilatation de la voie biliaire gauche, et l'ensemble de la dilatation est le siège de multiples calculs. Et en amont, il y a un peu de lésions de cholangite sclérosante associées avec dilatation sténose. Ça, c'est un truc qu'on ne voit jamais dans une cholangite sclérosante. Une dilatation de ce niveau-là, c'est pas ça, c'est pour un hépatologue expérimenté, c'est pas une cholangite sclérosante primitive. Donc, je remets en cause le diagnostic. Et quand on voit ce qui se décrit dans la littérature, ce sont des auteurs saoudiens qui ont bien décrit ça. Une des caractéristiques à sa phase initiale de la cholangiopathie drépanocytaire, c'est la dilatation. Et on voit sur ce tableau, dans ce papier saoudien, vous voyez, on peut avoir une dilatation de la voie biliaire principale sans calcul, une dilatation de la voie biliaire avec des calculs, une dilatation des canaux biliaires intrahépatiques sans calcul ou avec calcul. Mais la dilatation est souvent au premier plan. Et donc, au final, même sans calcul, on peut avoir une dilatation des voies biliaires intra- ou extrahépatiques sans obstacle dans un patient sur 4 présentant ces cholangites. Donc, bien connaître cette notion de dilatation spontanée, progressive, spontanée en apparence, dont le mécanisme n'est pas bien compris, et c'est quelque chose de très, très particulier à la drépanocytose.
Cette patiente a été finalement transplantée parce qu'elle était en plateau à 400 micromol de bilirubine. Et sur l'analyse de l'explant hépatique, effectivement, les lésions n'étaient pas celles d'une cholangite sclérosante primitive, qui sont très squireuses, très scléreuses, mais des lésions de cholangiopathie ischémique drépanocytaire. Alors, en résumé, devant des anomalies biologiques à prédominance cholestatique, élévation de la gamma-GT à 300, 400, phosphatase alcaline à 300, 400, bilirubine à 100, 150 micromoles, toujours penser à analyser les voies biliaires. Alors, on peut les analyser par échographie hépatique, mais on va avoir des informations limitées, un scanner, ou si l'IRM est disponible, une cholangio-IRM. Et ça va nous permettre de faire l'état des lieux et de mapper les voies biliaires. Est-ce qu'il y a des calculs intrahépatiques? Est-ce que les voies biliaires sont sténosées, dilatées, un peu comme je vous ai montré? Et s'il y a effectivement cette cholangite, on va rechercher des antécédents digestifs de type maladie inflammatoire chronique et on va doser les encas pour essayer d'aller en direction du diagnostic de cholangite sclérosante primitive. Si ces éléments ne sont pas disponibles, on va se rabattre sur les deux autres aspects, soit une cholangite ischémique drépanocytoire, soit une cholangite sclérondaire à une lithiase intrahépatique. Alors, la prise en charge de ces maladies-là est assez complexe, parce que c'est compliqué, s'il y a des calculs dans les voies biliaires et que la personne s'infecte, d'aller rechercher ces calculs. Donc, c'est des discussions qui doivent être multidisciplinaires avec les chirurgiens, les endoscopistes, les hépatologues et évidemment les drépanocytologues pour accompagner tout geste et prévenir toute complication secondaire à une intervention un petit peu agressive. Dans les formes très avancées, en cas de cirrhose biliaire secondaire, de bilirubine conjuguée supérieure à 100 micromoles en plateau, d'angiocolite, à ce moment-là, on peut envisager la transplantation hépatique, mais ça peut être dans un second temps. Là, on vient de transplanter une jeune femme de 25 ans, infirmière, dont la maladie a débuté à Lyon en 2014 par exactement ça, des calculs dans les voies biliaires avec une sténose biliaire gauche prédominante. Elle a eu d'abord des manipulations endoscopiques, des dilatations également percutanées, et puis au fil de l'eau, elle a continué à faire des crises vaso-occlusives, des calculs, et on l'a finalement transplantée. Donc, c'est des choses qui doivent être vraiment discutées de façon multidisciplinaire et qui sont assez complexes. Alors, en ce qui concerne les attentes hépatocytaires, là, on rentre dans un domaine de moins en moins connu. Voilà un petit peu l'état des lieux. Donc, comme je vous l'ai dit, le foie peut être le siège de crise vaso-occlusive. On a ces hématies falciformées qui se bloquent dans le sinus hépatique. Et finalement, quand on réfléchit, il y a un cadre très connu en hépatologie qui s'appelle le syndrome d'obstruction sinusoïdale. Et le syndrome d'obstruction sinusoïdale, c'est un obstacle sur le sinusoïde hépatique associé à des réactions inflammatoires au niveau de la paroi endothéliale. Et on est exactement dans ce contexte-là, dans la drépanocytose. Et le truc curieux, c'est que si vous regardez dans les manuels des pathologies la liste des syndromes, des causes de syndrome d'obstruction sinusoïdale, la drépanocytose n'est jamais mentionnée. Donc, ça veut dire que ça n'est pas connu et reconnu comme tel. Et il faut défendre cette hypothèse physiopathologique qui finalement permet de comprendre facilement ce qui va se passer dans le foie drépanocytaire. Donc, obstruction, avec des phénomènes d'ischémie, donc souffrance hépatique directe, et puis activation endothéliale avec des phénomènes de fibrose qui vont se déclencher. Alors, ma théorie, c'est là que je vous dis vraiment, c'est dérivé de l'expérience acquise sur tant qui est unique, je vous expliquerai pourquoi, mais schématiquement, nous, on a fait une trentaine de transplantations hépatiques chez ces patients, et l'expérience mondiale, c'est 100 patients rapportés dans la littérature. Donc, on dispose d'un tiers de l'expérience mondiale, et l'expérience mondiale, elle est disséminée sur plusieurs centres. Là, on avait la chance d'avoir une expérience monocentrique, et donc on a pu analyser très facilement l'ensemble de ces exploits. Donc au final, cette vaso-occlusion hépatique, elle donne un syndrome d'obstruction sinusoïdale dont l'intensité va être plus ou moins marquée. Et on va rentrer dans la nosologie des maladies vasculaires du foie et des maladies portosinusoïdales. Donc ces lésions, elles peuvent être aiguës et réversibles, en particulier sous l'impact d'échanges transfusionnels, et rarement, quand on arrive vraiment au point de non-retour, elles sont non réversibles, et on va arriver vers une insuffisance hépatique aiguë terminale. Et puis, si les lésions sont de gravité modérée mais répétées, avec des lésions d'ischémie-reperfusion répétées, on a une cascade pro-inflammatoire et fibrosante qui se met en place, et le foie va être progressivement le siège de lésions chroniques qui vont sur 10-15 ans se développer et s'aggraver. Et souvent, quand on m'adresse des patients qui ont des anomalies modérées des tests hépatiques, je les examine, je trouve un gros foie. Je demande aux patients, mais ce gros foie, vous savez que vous avez un gros foie? Oui, on m'en parle depuis 10 ans. Et donc, en réalité, c'est quelque chose de très silencieux et qu'il faut absolument dépister par un examen attentif. Donc, dans cette situation de lésion chronique, on aura
ce qu'on appelle dans un cadre générique large une maladie portosinusoïdale qui combine de la dilatation sinusale liée à l'obstacle et qui va évoluer vers des lésions de fibrose plus ou moins extensive et d'hyperplasie nodulaire régénérative du foie. Ce sont des lésions vasculaires très très caractéristiques et ça peut donner des aspects de pseudo-cirrhose vasculaire, exactement comme on voit au cours des insuffisances cardiaques terminales. Alors les atteintes hépatiques aiguës. Donc là, on est vraiment sur l'aspect vaso-occlusion massive, séquestration intrahépatique massive, avec anémie, hypoxie et lésions ischémiques hépatocytaires. Et au premier plan, on va avoir une cytolyse très marquée et un ictère avec une chute des facteurs de coagulation. Évidemment, on a une altération des échanges métaboliques au niveau du sinusoïde, et donc on a vraiment une insuffisance hépatique grave qui peut s'installer. Alors, quand vous lisez la littérature, il y a des papiers de référence très bien publiés dans par exemple, la revue américaine Hepatology dans les années 2000. On a des cas nosologiques assez connus, que vous connaissez d'ailleurs: acute hepatic sequestration, acute sickle cell hepatic crisis, sickle intrahepatic cholestasis. Tout ça, en réalité, c'est la même chose, sous une forme plus ou moins évoluée et avancée. Donc, la proposition qu'on fait, c'est que finalement, au cours des atteintes aiguës de la drépanocytose, on peut avoir une obstruction sinusale minime au cours d'une CVO tout venant. Donc, c'est la petite élévation des transaminases, de la gamma-GT, de la bilirubine conjuguée au-delà de 17 micromoles. Et ça se voit dans 10 à 30% des crises. Et c'est en général réversible avec le traitement de la crise. À un stade supérieur, on a un syndrome d'obstruction sinusale marqué, avec une crise vaso-occlusive intrahépatique sévère, et ça va être l'acute sickle cell hepatic crisis. Et là, on va avoir un ictère franc, 250 micromoles de bilirubine ou moins, une hépatomégalie sensible, des transaminases qui vont monter davantage, 10, 15 fois, 20 fois les valeurs normales. Et ça, en général, ça représente moins de 10% des crises vaso-occlusives et ça peut être encore résolutif par un traitement symptomatique. Et dans la forme extrême, on a un syndrome d'obstruction sinusale majeure, c'est la séquestration hépatique, la sickle cell intrahepatic cholestasis. Et là, on est vraiment sur des dysfonctions hépatiques absolument effarantes. Plus de 500 micromoles de bilirubine, chute des facteurs de coagulation en dessous de 50%, transaminase à 20 fois les valeurs normales ou plus. On est entre 800 et 1000 de transaminase, rarement plus d'ailleurs. Thrombopénie, encéphalopathie hépatique et défaillance viscérale, notamment insuffisance rénale aiguë. Et là, on est vraiment dans une forme aiguë très sévère. C'est une véritable hépatite fulminante drépanocytaire. C'est très rare. Ça peut être encore réversible sous l'échange transfusionnel, mais la récidive est possible dans une forme encore plus sévère. Et si ce n'est pas réversible, la recommandation, c'est de proposer une transplantation hépatique selon les critères en vigueur pour la transplantation pour hépatite fulminante. Donc, vous voyez, on a vraiment un gradient, mais fondamentalement, je pense que c'est la même maladie dans une forme plus ou moins sévère qui s'exprime dans ces formes aiguës. Alors, je vous montre quelques images pour vous illustrer la réalité de ce phénomène. Là, c'est un jeune homme de 18 ans qui a une drépanocytose SS. Finalement, il a assez fait peu de crises vaso-occlusives. Il n'a pas d'atteinte chronique hépatique connue. Et vous voyez, il est pris en charge pour une défaillance hépatique aiguë, 350 micromoles de bilirubine, 800 de transaminase, prédominant sur les azates, TP 23%, facteur 5, 18%, encéphalopathie. Ça s'appelle dans notre jargon une hépatite fulminante. Une hépatite fulminante, c'est une hépatite aiguë sévère, sans maladie chronique préalable, avec une chute des facteurs de coagulation à moins de 50% et l'apparition d'une encéphalopathie. Donc ce patient, il se présente comme ayant une hépatite fulminante, et c'est une hépatite fulminante drépanocytaire, très caractéristique par cet énorme foie globuleux qui atteste de la séquestration intrahépatique massive. Alors, à l'époque, quand on a greffé ce patient, on ne connaissait pas bien ces phénomènes-là, donc on l'a greffé de façon empirique, comme si c'était une hépatite fulminante tout venant. Et sur quoi on est tombé? On est tombé sur ça, sur un énorme foie congestif qui pesait 2 kilos. Dans une hépatite fulminante virale B, par exemple, le foie il est totalement atrophique et il pèse 800 grammes. Là, on est complètement vraiment dans l'inverse, mais ça n'empêche qu'il y a une dysfonction hépatique majeure, une nécrose. Vous voyez, l'ensemble des travées hépatocytaires ici est complètement déshabité. Donc le malade, il n'a plus un hépatocyte et tout a été complètement détruit par la vaso-occlusion massive. Donc, c'est pour vous illustrer la réalité de ce phénomène. Donc, ne vous laissez pas piéger et il ne faut pas être naïf. Si le patient a une chute des facteurs de coagulation, une évaluation des transaminases très élevée, c'est ce contexte-là. Et il faut discuter vraiment des échanges transfusionnels massifs et de la possibilité de transplantation hépatique si vous l'avez à disposition. En pratique, comment on fait? Donc, on examine le patient, on recherche des signes de maladie chronique du foie, on évalue la sévérité de l'atteinte hépatique. L'encéphalopathie existe-t-elle ou pas? Comment sont les facteurs de coagulation? À quel niveau est la bilirubine? On fait deux principes, une échographie hépatique, si possible un angioscanner. Vous avez vu le scanner que je vous ai montré.
On va évidemment éliminer en urgence les autres causes d'hépatite fulminante, notamment les hépatites virales A, B, C, E, pas C parce qu'il n'y a pas, mais et A, B, C, D, E. Et puis un bilan d'auto-immunité également, parce qu'on peut avoir des hépatites fulminantes auto-immunes avec donc des auto-anticorps antimusclelis, antinucléaires. Une enquête médicamenteuse, Frédéric a fait allusion à la prise de paracétamol, jamais CPG vers une intoxication au paracétamol, mais on ne l'a jamais vu en pratique. Et puis vous demandez un avis spécialisé. Le traitement va être adapté à la sévérité de l'atteinte hépatique aiguë. La recommandation, c'est en phase aiguë, ne jamais proposer de biopsie hépatique transpariétale. On a une expérience anglaise de 15 biopsies hépatiques rapportées dans Blood il y a 20 ans, 5 hémorragies, 5 hématomes intrahépatiques, dont 4 lors d'une crise vaso-occlusive aiguë, soldées par 4 décès. Donc la biopsie hépatique peut être transpariétale, peut être extrêmement dangereuse. Donc ne jamais la proposer en phase aiguë, la proposer plutôt dans les 15 jours qui suivent la phase si on passe le cap. Et si on doit vraiment discuter une biopsie hépatique en urgence, la faire par voie transjugulaire. Donc là, on se met relativement à l'abri de complications, alors qu'on n'a pas non plus un énorme recul. Mais pour l'instant, en tout cas, nous, on privilégie la voie transjugulaire chez ces patients. Et donc, encore une fois, si votre patient est encéphalopathe avec une chute des facteurs de coagulation inférieure à 50%, contactez un centre de transplantation hépatique. Le traitement de la crise, il est assez conventionnel. On va définir avec les drépanocytologues, c'est vraiment une collaboration avec le drépanocytologue et les pathologues du management. Nous, en fait, on est assez naïf là-dessus, hein, et on se rabat vraiment sur la collaboration avec les hématologues et les drépanocytologues pour définir le niveau d'échange transfusionnel. Et en général, on va viser un niveau d'hémoglobine S inférieur à 30% et parfois même inférieur à 20% pour mettre le patient à l'abri d'une récidive. Alors ensuite, je passe à l'aspect maladie chronique de ces vaso-occlusions répétées. Donc là, vous voyez, ce sont des patients qui ont été biopsiés dans notre service et on a toute l'expression de ce qu'on appelle la maladie vasculaire portosinusoïdale. Au premier stade, on a cet aspect de sinusoïde dilaté congestif occupé par des hématies. Donc ça s'appelle une dilatation sinusoïdale. C'est la première manifestation. Alors, c'est la première atteinte qu'on retrouve quand on fait une biopsie et très régulièrement. C'est vraiment des sinusoïdes dilatées, gorgées des massifs falciformés. La deuxième atteinte, la deuxième lésion, ça va être l'apparition le long du sinusoïde hépatique d'une fibrose périsinusoïdale. C'est l'activation de cette fameuse cellule étoilée du foie qui prend son phénotype myofibroblastique et qui va induire des phénomènes de fibrogenèse. Et puis la troisième lésion, c'est à force d'ischémie, reperfusion, l'apparition de nodules de régénération, initialement non entourés de fibrose. Ça, c'est l'hyperplasie nodulaire régénérative du foie. C'est dans la définition classique et pathologique une cirrhose sans fibrose. Alors, on va voir que c'est que partiellement adapté à la drépanocytose parce qu'en fait, cette lésion-là, au final, elle va finir, dans certains cas, par s'entourer de fibrose. Et donc, on aura un aspect de cirrhose vasculaire très spécifique. Pour moi, c'est une cirrhose drépanocytaire. Donc, c'est ça un petit peu le continuum entre des lésions aiguës, puis des lésions chroniques avec des phénomènes fibreux qui s'installent progressivement dans le foie. Ça, c'est donc un algorithme que j'avais proposé, une séquence que j'avais proposée en faisant faire sa thèse à une étudiante sur les manifestations chroniques sévères de la drépanocytose. On avait pu déduire à partir d'une série rétrospective d'une cinquantaine de cas sévères que cette séquence pouvait être observée. Donc, vaso-occlusion, fibrose, HNR, et ensuite fibrose extensive FDF3 et éventuellement cirrhose vasculaire. Et très intéressant, évidemment, ces phénomènes fibreux vont pouvoir être modulés par des cofacteurs aggravants, le fer, le virus B, le virus C, l'auto-immunité notamment. Alors, la présentation clinique, elle est, comme j'ai dit, souvent assez frustre. On est devant des patients qu'on nous adresse pour des anomalies modérées des tests hépatiques, une élévation de gamma-GT à 3 fois la valeur normale, 3 N de transaminase, un peu d'azate supérieur aux alates. Parfois, si on a de la chance, des alates supérieures aux azates, la bilirubine est peu élevée, totale à 40, 50, 60 micromoles, la conjuguée à 30 micromoles, et le TP est normal ou modérément baissé. Donc, on va examiner le patient, rechercher cette hépatomégalie dont je vous parle, l'explorer par échographie, angioscanner ou idéalement angio-IRM, et si nécessaire, réaliser une biopsie hépatique par voie transveineuse qui, dans ses formes chroniques avancées, nous permet de mesurer le niveau d'hypertension portale. Important également, en test non invasif, on peut placer l'élastométrie, qui peut être soit faite à travers une machine indépendante qui s'appelle le FibroScan, soit au travers de sondes d'échographie couplé avec un module qui s'appelle le ShearWave. On va tester la souplesse du foie et son élasticité.
Et donc, l'élasticité peut être altérée si on a des formes fibreuses progressives. Alors, je vous montre quelques exemples. Là, vous voyez un foie qui est gros, indiscutablement gros, mais bosselé. Et vous voyez ici, c'est sur des coupes un petit peu plus basses, vraiment une dysmorphie hépatique avec une tendance à l'atrophie des secteurs postérieurs droits. Donc ça, c'est une maladie chronique drépanocytaire très caractéristique. Donc, on biopsie ce patient. Alors, c'est écrit un peu petit, mais si vous lisez, lésions hétérogènes en ce qui concerne la fibrose, qui peuvent être marquées, entourant des nodules, notamment sous-capsulaires, ou discrètes à modérées, avec élargissement des espaces portes, formant des septa, donc c'est soit incomplets, donc c'est une cirrhose incomplète vasculaire. Il s'y associe une fibrose périsinusoïdale modérée à marquer, c'est la lésion que je vous ai montrée au rouge Sirius. Une fibrose des veines centrolobulaires, également modérée à marquer. Et sur l'ensemble des prélèvements, les sinusoïdes sont dilatés, congestifs, contiennent des hématies souvent en paquets agglutinés, d'aspect parfois typique falciforme. Et les travails hépatocytaires entre les cellules sont parfois atrophiques, soit régénératifs, ébauchant cet aspect d'hyperplasie nodulaire régénérative. Donc vous voyez, c'est un panel assez exceptionnel qu'on ne rencontre que dans la drépanocytose d'accumulation de lésions vasculaires du foie. Donc là, on a un foie drépanocytaire chronique dans une forme complète, maladie portosuinale, avec une HNR associée à des lésions de cirrhose incomplète, dilatation sinusoïdale, donc c'est un véritable syndrome d'obstruction sinusoïdale, avec en plus une surcharge en fer. Donc c'est pour vous dire que c'est une réalité. Là, c'est une autre patiente. Et là, vous voyez, c'est une dysmorphie considérable. Le foie gauche est absolument énorme. Il s'étend comme ça jusque dans la loge splénique. Il est complètement bosselé. Et vous voyez qu'il n'y a plus de foie droit. Là, c'est la vésicule biliaire qui n'a pas été retirée chez ce patient. Et il y a une atrophie complète des secteurs postérieurs droits. Donc, c'est des lésions d'ischémie successives, répétées, qui ont abouti à cette dysmorphie hépatique, avec ici une hypertrophie du segment, ce qu'on appelle le lobe de Spiegel, qui s'interpose entre la veine cave et la veine porte. Donc, on a quasiment un tableau morphologique de syndrome de Budd-Chiari, mais sans Budd-Chiari. Donc, c'est pour vous illustrer encore une fois la réalité de ces atteintes vasculaires hépatiques. Alors, comment ces formes vont-elles évoluer? Comme au départ, en général, on est dans une situation assez stable, l'évolution est très progressive si on n'a pas une atrophie hépatique totale, et on peut stabiliser la maladie si on la prend à un stade relativement précoce et qu'on optimise la prise en charge de la drépanocytose dans le but de réduire les vaso-occlusions répétées intrahépatiques. Ensuite, si la dysmorphie est sévère et si on prend le patient au stade de cirrhose, entre guillemets, décompensée, là, on va être dans le souci. Il va falloir éventuellement envisager, si on est vraiment dans une cirrhose terminale, une transplantation hépatique élective. La difficulté de ces formes chroniques, c'est qu'en réalité, une crise vaso-occlusive brutale peut se superimposer sur cette maladie chronique déjà très avancée. Et là, on va rentrer dans un système assez cataclysmique, de ce qu'on appelle l'acute and chronic liver failure. C'est en fait une défaillance hépatique surajoutée avec une défaillance d'organes, notamment rénale et neurologique, avec de l'encéphalopathie. Et on va devoir considérer une transplantation hépatique dans un système d'urgence chez un patient qui est en défaillance multiviscérale. Et là, les résultats, en général, ne sont pas très, très bons. Donc, il ne faut pas se leurrer. Si vous avez une maladie évoluée, la seule chose mais pas encore terminale, la seule chose que vous devez faire, c'est renforcer la prise en charge de la drépanocytose. Sinon, vous avez tombé dans le troisième groupe, c'est l'aggravation soudaine et brutale vers une défaillance multiviscérale. Un autre point essentiel, c'est, outre le contrôle de la vaso-occlusion, c'est de prévenir, de dépister, de contrôler les facteurs d'aggravation hépatique aiguë et chronique. Donc là, on a cette maladie chronique, elle peut être multifactorielle, la drépanocytose, mais on a vu les autres cofacteurs. Et si on veut stabiliser la maladie au stade où elle est, il va falloir dépister et traiter tous ces cofacteurs. Alors, au premier chef, il y a les hépatites virales. Ça, c'est très, très vrai en situation de forte endémie virale, donc dans toute l'Afrique subsaharienne et équatoriale. En Afrique équatoriale et subsaharienne, on a des prévalences du virus de l'hépatite B qui sont de 8 à 10%, du virus de l'hépatite C de 2 à 3%. Donc, ça va être extrêmement fréquent. Donc, il faut absolument dépister ce portage viral. Sans compter qu'il peut y avoir un risque transfusionnel résiduel dans certains pays à ressources limitées. Et on considère que le risque de transmettre des virus par les transfusions est augmenté à partir de plus de 10 transfusions. Donc, si un patient est naïf d'un de ces virus B ou C, à intenter, un an après, il peut être infecté. Il va falloir le dépister régulièrement. Tout dépend également en termes de prévalence du virus de l'hépatite B, de l'âge et de la mise en place d'une prophylaxie virale antivirale B dans l'enfance. Il y a des programmes qui sont anciens, qui remontent à 20 ans, mais il y a des programmes qui n'ont pas encore débuté dans certains pays, en tout cas en termes de vaccination H0. Il y a beaucoup de vaccins pentavalents antivirale B qui commencent à 1 mois, mais ce n'est pas la meilleure option. Donc ce risque de transmission mère-enfant peut être résiduel et donc il faut absolument dépister le virus de l'hépatite B.
Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si le malade est négatif pour les virus, on les divise ensuite annuellement pendant la phase de transfusion. Si le patient est positif pour le virus C, on va chercher l'ARN du virus C, le diagnostic des génomiques. Et alors maintenant, on est très très à l'aise, on n'est plus à l'interféron ribavirine, on est sur les analogues nucléosidiques extrêmement, les agents antiviraux directs extrêmement actifs, et on peut garantir dans cette population de patients drépanocytaires, comme dans la population générale, une guérison à 98% de l'hépatite C. Donc ça c'est un énorme progrès et le traitement est tout à fait bien toléré. Pour le virus B, on a deux options. Si le virus B est actif, il va falloir considérer le traitement du virus B. Et soit on respecte les standards européens et américains en ne traitant électivement que des patients qui ont des maladies actives avec des transaminases élevées liées au virus. Ce n'est pas forcément facile à démontrer chez le drépanocytaire. Ou moi, c'est plutôt ma tendance, c'est d'être assez plus large dans les indications de traitement antiviral B pour se mettre de toute façon assez largement à l'abri d'une progression d'une hépatite chronique active B. Ça dépend aussi de la disponibilité des médicaments et de leur coût. Donc, c'est des décisions qui sont vraiment à prendre de façon individuelle et au cas par cas. Dans tous les cas, il va falloir essayer de préciser de façon non invasive ou invasive le niveau de fibrose pour savoir quelle pression on a pour traiter le virus. Si on a une élastométrie à disposition, c'est tout à fait intéressant, mais à faire en dehors des crises vaso-occlusives. Donc, deux messages clés. Pensez à dépister les drépanocytaires pour le virus B et le virus C et vacciner les drépanocytaires naïfs du B. Je dois dire qu'assez curieusement, dans la population qu'on suit à l'hôpital Henri Mondor, la plupart des patients qu'on a ont éliminé le virus de l'hépatite B. Ils ont sérocléré l'antigène HBS, ils sont anticorps anti-HBS ou anticorps anti-HBC positifs. On a 2-3 patients qui ont effectivement une hépatite chronique virale B active, mais la plupart ont déjà guéri spontanément de leur hépatite B. Alors, deuxième type de cofacteur, les lésions auto-immunes du foie. Ça, c'est très peu connu. Et en fait, on a eu la surprise dans nos séries d'atteintes sévères de trouver jusqu'à 20% de maladies auto-immunes du foie, 4 cas d'hépatite chronique auto-immune de type 1, une cholangite auto-immune, donc l'ex-cirrhose biliaire primitive, et 2 cholangites sclérosantes primitives. Donc le lien avec la drépanocytose, ça dépasse largement le contexte des maladies auto-immunes du foie, c'est l'ensemble des maladies auto-immunes dans ces populations. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des retards diagnostiques. Si vous ne pensez pas à aller chercher les auto-anticorps, évidemment, vous ne les trouvez pas. Et on s'est fait avoir comme ça une fois avec une dame qui était rentrée pour une crise, qu'on pensait d'une crise vaso-occlusive. On lui fait le bilan auto-immune, mais elle ressort avant le résultat. Et en fait, elle revient un mois après avec une hépatite sévérissime, transplantée en urgence, et elle avait des auto-anticorps au 1280e. Et elle avait une hépatite auto-immune associée à sa maladie drépanocytaire. Donc, nécessité de les dépister parce qu'on peut avoir une prise en charge à base de corticothérapie qui peut améliorer les patients. Alors voilà, ça c'est une malade qui a une hépatite auto-immune drépanocytaire et une drépanocytose. Et la particularité, vous voyez, c'est qu'elle n'a absolument pas d'atrophie splénique. Et peut-être, Frédéric, tu pourras nous commenter sur ces drépanocytaires qui n'atrophient pas leur rate. Moi, je ne connais pas, ce n'est pas mon champ de compétences, mais peut-être tu pourras nous éclairer. Troisième cofacteur, la surcharge en fer. Donc ça, vous connaissez très bien la surcharge en fer dans sa globalité. Pour ce qui concerne le foie, on considère qu'il y a un risque de promouvoir une fibrose hépatique sévère lorsque la surcharge en fer est marquée 150 à 350 micromoles par gramme de foie. C'est assez corrélé avec la ferritine et on pense qu'à partir de 1000-1500 nanogrammes par millilitre de ferritine, le risque profibrogénique est absolument marqué. Le gros progrès dans nos pratiques occidentales, je vais dire, c'est que l'IRM hépatique nous a permis d'évaluer très très facilement, depuis maintenant une quinzaine d'années, la surcharge en fer hépatique avec des applications, des logiciels qui permettent vraiment de mesurer précisément la surcharge en fer. Et donc, c'est absolument indispensable de réaliser ce bilan. Vous voyez que la surcharge en fer impacte la survie. Là, c'est une série où on distingue la survie chez des patients qui ont des ferritines à moins de 1000 en haut et à plus de 1000 en bas. Vous voyez que la différence entre les courbes de survie est significative. On sait aussi que lorsqu'il y a une fibrose hépatique évoluée, en général, il y a une surcharge en fer présente dans 100% des cas. À l'inverse, quand il n'y a pas de surcharge en fer, il y a une fibrose hépatique uniquement dans 30% des cas. Donc, il y a une étroite relation entre fibrose hépatique et surcharge en fer, et la surcharge en fer est un facteur indépendant prédictif de survie. Donc, il faut traiter ça. La surcharge en fer, c'est certes l'hémolyse chronique, mais c'est surtout également les transfusions. On a des données qui montrent que le
type de transfusion conditionne la surcharge en fer. Le deuxième paramètre qui conditionne la surcharge en fer, c'est également la cible en hémoglobine S que vous visez. Donc, vous voyez, transfusion simple, hémoglobine S inférieure à 30%, accumulation de fer 0,42. Si vous êtes en échange automatique, hémoglobine S inférieure à 50%, quasiment 10 fois moins. Donc en fait, les échanges transfusionnels, les érythrophérèses sont largement recommandés pour essayer de prévenir la surcharge en fer. Pablo Bartolucci m'a même indiqué qu'il y avait des carences en fer qui survenaient chez les patients en érythrophérèse, ça je ne savais pas. Donc ça peut être vraiment un outil intéressant pour prévenir cette surcharge en fer, ce d'autant que dans mon expérience, le traitement est difficile parce que les patients qui sont multimédicalisés, ils sont très peu observants à la chélation. Donc, faire baisser la charge en fer d'un jeune patient drépanocytaire qui a 3500 de ferritine, ça s'avère un exercice toujours délicat. La tolérance des chélateurs est plus ou moins bonne. Et si on est sur traitement par comprimé, l'observance est vraiment assez mauvaise. Les objectifs, en principe, sont de maintenir la ferritine à moins de 1500 et la concentration hépatique en fer à moins de 150 micromoles par gramme de foie. Pour d'autres experts, c'est le seuil de ferritine à 1000. Donc ça, c'est vraiment à discuter au cas par cas. Mais dans tous les cas, on a tout intérêt à contrôler la surcharge en fer, à la dépister et à la contrôler. Alors, voilà ce qui se passe sur une série de 34 patients avec atteinte hépatique sévère à Mont-d'Or. Là, je me focalise sur les 19 patients avec une atteinte chronique et une cirrhose. Et la cirrhose, elle est vasculaire pure dans 26% des cas, associée à du virus C et du fer dans 37% des cas, associée à du fer dans 21% des cas. Donc, vous voyez, le fer pèse lourd. Hein. Chez 11 patients sur 19, on a une surcharge en fer qui a favorisé le développement de la fibrose. Donc, vraiment être vigilant sur la surcharge en fer. Alors, très rapidement, pour conclure, 3 aspects clés. La transplantation hépatique. Donc, je vous l'ai dit, moins de 70 cas rapportés actuellement et publiés, et dont 24 ou 25 cas à Mont-d'Or. Et depuis, on a une expérience qui monte à 32 cas, je crois. Et on a commencé à transplanter un petit peu sur tout le territoire. Je suis en train de colliger les données. On va arriver, je pense, à une quarantaine de cas transplantés. Donc, on a publié la première expérience, c'était une étude pilote, et la conclusion, c'était Transplantation for liver failure in patient, enfin le titre, with sickle cell disease, challenging but feasible. Et puis, nos anesthésistes réanimateurs ont publié une série élargie à 24 cas, 10 ans plus tard, et c'était possible but challenging. Donc, finalement, là, avec 10 ans d'expérience, ça reste une indication extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a cette polymorbidité drépanocytaire, et donc c'est compliqué à gérer, et il y a des complications spécifiques liées à la drépanocytose au cours de la transplantation hépatique. Je ne vais pas m'étendre dans les détails, mais schématiquement, voilà un petit peu ce qu'on peut dériver de ça. Premier cas de figure, transplantation pour une hépatite fulminante drépanocytaire, je vous ai présenté le cas. Deuxième cas de figure, c'est des maladies chroniques, vous voyez, pré-cirrhotiques ou cirrhotiques, qui vont être précipitées vers l'insuffisance hépatique terminale par une crise vaso-occlusive finale. Donc, c'est l'acute on chronic liver failure. Vous voyez, c'est une réalité, hein, c'est des maladies vasculaires vraiment très, très évoluées. Et puis, troisième cas de figure, transplantation pour des maladies cholestatiques, avec en général une atteinte biliaire de type cholangiopathie, quelle qu'en soit l'origine. On a vu qu'il y avait 3 cadres. Et en général, ces patients sont très jaunes. Normalement, dans une cholangite, on peut être jaune, mais on est rarement à plus de 100, 200 micromoles. Et eux, ils montent à 300, 400. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois la cholangite et également la vaso-occlusion intrahépatique associée, qui fait qu'ils sont particulièrement jaunes. Donc là, il faut absolument les transplanter avant la défaillance multiviscérale. Alors pourquoi j'insiste sur la défaillance multiviscérale? Vous voyez un petit peu les patients qu'on a transplantés, c'est les plus difficiles. On a les patients en hépatite fulminante à gauche, au milieu en décompensation aiguë sur maladie chronique, et à droite sans défaillance viscérale. Vous voyez défaillance d'organes 4 et 3 enfin, 4 défaillances d'organes et 3 défaillances d'organes dans les 2 premiers groupes, aucune dans les maladies cholestatiques transplantées en électif. Et en fait, en ACLF, il y a des grades ACLF, ils sont à 64% en ACLF grade 3, c'est les malades les plus graves. C'est des malades qui, en espérance de vie spontanée, ont 90% de mortalité à 1 mois. Donc, si vous voulez, on n'a pas le choix, on a une pression énorme pour les transplanter, mais on sait que ça va être des transplantations difficiles, et c'est vrai, ça va se traduire par des résultats qui sont intermédiaires. Toutes séries confondues, on est à 65% de survie à 5 ans. Actuellement, en greffe hépatique tout venant, on est à 78% de survie à 5 ans et 70% à 10 ans. Donc les résultats sont inférieurs à ceux dans la population générale. Mais si vous prenez les patients transplantés en électif pour des maladies cholestatiques, on a 100% de survie. Donc, 0 mortalité. Ça illustre le fait que les patients sont électifs, donc relativement accessibles à une chirurgie lourde. En revanche, pour les hépatites fulminantes aiguës,
en vert et les défaillances aiguës sur chronique, on est à 40% et 50% de survie à 5 ans. Et ça, on sait ça maintenant, hein, parce qu'on travaille beaucoup sur la futilité en transplantation d'organes. On est au bord de la futilité, là. C'est-à-dire que normalement, les ABAC internationales demandent une survie à 5 ans de plus de 60% pour que ça soit considéré comme rentable. Au moins 50%, si possible 60, voire 70%. Donc on est un petit peu en dessous, mais c'est une population jeune. Et on sait que de toute façon, le pronostic est catastrophique. Et puis, c'est quand même une situation très rare. Donc, on ne va pas forcément utiliser à mauvais escient un greffon en transplantant ces patients. Donc, nous, on est assez pour être proactifs dans cette population. Et puis, on pense aussi que les expériences préliminaires vont nous servir pour améliorer les résultats sur le long terme. Il y a clairement une learning curve. Voilà, donc résultat contrasté de la transplantation en rapport avec les défaillances d'organes associées. Donc, indication à discuter de façon multidisciplinaire en prenant le risque de futilité. Quand on utilise un organe qui est une ressource collective rare, il faut toujours avoir en tête de ne pas l'utiliser à mauvais escient. Et si possible, envisager la transplantation hépatique tôt, avant l'installation des défaillances d'organes, sur la base de l'expérience des maladies cholestatiques. Deux problématiques émergentes, les lésions focales du foie. Vous pouvez faire une échographie, une IRM systématique pour chercher le fer, et puis tac, on va vous dire il y a une petite boule dans le foie. Qu'est-ce que c'est? Alors évidemment, vous avez un sujet qui est porteur chronique du virus B, vous pensez à cancer primitif du foie. En fait, c'est très rare le CHT dans cette population, de même les tumeurs biliaires. Et ce qu'on trouve, ce sont des foyers d'hématopoïèse extramédulaire ou des lésions bénignes. Et là, on a fait faire sa thèse à un étudiant en radiologie, un interne en radiologie, qui a mis en évidence qu'il y avait finalement pas mal d'adénomes et d'hyperplasie nodulaire focale dans cette population. C'est des résultats balbutiants, c'est en cours de démembrement, mais c'est pour vous montrer qu'on travaille beaucoup sur ces pathologies à l'hôpital Mondor. Et puis, deuxième problématique émergente, c'est l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans le traitement de la drépanocytose et comment le foie va intervenir dans les décisions. Alors, il intervient à deux niveaux. D'une part, il y a un risque hépatique lié au conditionnement, en particulier en cas de greffe haploïdentique. Et il va falloir précisément évaluer la fonction hépatique et le niveau de lésion hépatique associé à la drépanocytose. Donc, on va faire un bilan très précis, bilan biologique, évaluation non invasive de la fibrose et biopsie hépatique au moindre doute, pour être sûr que le foie peut encaisser un conditionnement avant une greffe de cellules souches. Et donc, le foie peut éventuellement contre-indiquer la greffe. Deuxième problème, c'est le risque associé à la réactivation virale B. Toujours rechercher évidemment avant la greffe le portage chronique du virus B et son statut, et éventuellement s'engager dans un traitement prophylactique de la réactivation virale B. Et à l'opposé, on peut avoir des transferts d'immunité antivirus B par le donneur. Donc il peut y avoir des bénéfices secondaires de la greffe. Enfin, ma position personnelle, c'est que dans des atteintes hépatiques débutantes, on doit indiquer la greffe de cellules souches. Ce n'est pas encore acquis et reconnu, mais on en discute avec Frédéric, avec notre MGGR. Et là, on vient de discuter en RCP régional un cas de l'HEGP où on a proposé de renforcer l'indication de greffe de cellules souches du fait d'atteinte hépatique, une atteinte hépatique débutante, mais avec des phases très, très aiguës, un peu préoccupantes. Donc là, ça peut être une excellente indication à mon sens, bien que ça ne soit pas encore validé par la communauté scientifique. Donc, retenir de ça que quand vous avez un programme de greffe de cellules souches, toujours demander l'avis de l'hépatologue pour évaluer les deux fonctions du foie et voir finalement si on peut pousser vers la greffe. Donc, les messages clés en conclusion. Les atteintes hépatiques sont fréquentes au cours de la drépanocytose, mais peu symptomatiques, avec des formes sévères rares, mais qui ne sont à ne pas méconnaître et qui sont parfois sous-estimées. On a finalement dans la pratique courante plus de formes chroniques que de formes aiguës, donc bien connaître les formes chroniques et bien les dépister. Et donc, ce sont des lésions de maladies vasculaires du foie, combinées à des agressions polyfactorielles potentiellement graves et qui sont source de mortalité et de morbidité, on l'a vu. Les facteurs prédictifs sont mal compris. On ne sait pas bien pourquoi certains patients vont faire des maladies hépatiques graves. En réalité, dans l'accord de plus de 3000 patients suivis à l'UMGGR à Mondor, on a probablement une soixantaine de patients qui ont des formes assez sévères, donc ça reste assez rare. Mais il y a beaucoup de formes beaucoup moins sévères. Donc, importance du dépistage à un stade précoce pour stabiliser les lésions. En aigu, éliminer la lithiase, l'infection et l'atteinte cardiaque. En chronique, bilan étiologique exhaustif et morphologique, on l'a vu. Prise en charge multidisciplinaire, mais le cadre est peu connu des hépatologues. Donc, en France, c'est moi, je pense qu'il connaît le mieux, peut-être même, je dirais, au monde. Hein. Donc, voilà, il faut quand même sensibiliser vos hépatologues. Et puis, on a mis en place un parcours de soins dédié à Mondor. Enfin, la transplantation, elle peut être envisagée dans certaines formes aiguës ou chroniques, mais est à risque. Il faut donc adresser le patient vers un centre spécialisé qui connaisse la transplantation et les drépanocytoses.
Donc, pour conclure, on a publié tout ce que je vous ai dit, on vient de le publier dans un papier généraliste, dans le Quarterly Medical Review, et avec toute notre équipe de l'UMGGR. Donc, tout est détaillé là, les photos, les hépatopathies, tout ça. Et on propose un algorithme décisionnel. Donc, si vous avez des doutes existentiels en cas d'atteinte hépatique, vous n'hésitez pas à me solliciter. Je vous ai mis mon email là. Et voilà un petit peu l'algorithme qu'on a proposé dans ce papier de Morpheus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Moi, je voudrais commencer la discussion en posant une première petite question. Une question de drépanocytologue à un Je hépatologue. suis pas sûr de pouvoir répondre, on va voir. Non, mais à un hépatologue. D'accord. Alors, c'est pas fréquent, mais c'est très grave, potentiellement. Ouais. Deux petits points. À partir de quel âge tu penses qu'il faut screener les patients drépanocytaires du point de vue pathologique? Et comment? Et est-ce qu'il faut le faire systématiquement, comme on le fait pour le rein, comme on le fait pour les yeux, comme on le fait pour le cœur, comme on le fait pour... Écoute, je pense que un mode d'entrée simple, c'est les anomalies des tests biologiques hépatiques. Je pense qu'on peut, quel que soit l'âge, recommander systématiquement des tests hépatiques au moins une fois par an. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que dans notre expérience adulte, tout ce qui est cholangiopathie est relativement rare, plus rare que les autres atteintes parenchymateuses, alors qu'en pédiatrie, je pense que c'est les atteintes lithiasiques et les cholangiopathies qui sont plus fréquentes. Probablement, il y a un âge, et donc finalement, même si on veut dépister des atteintes biliaires, il faut, je pense, faire des tests hépatiques. Comme c'est fait dans la pratique courante. L'idée, c'est que si vous avez des anomalies biologiques hépatiques, même modestes, il faut prendre un avis pathologique. La seule difficulté de diagnostic différentiel, c'est que les azates sont élevés au cours des crises vaso-occlusives parce qu'il y a l'hémolyse. Donc, il faut faire la différence entre une cytolyse associée à l'hémolyse et une cytolyse due au foie. Mais tout ce qui est anomalie cholestatique, élévation de gamma-GT à 3N, phosphatase à 2N, bilirubine conjuguée à plus de 30-40 micromoles, ça, c'est une dysfonction hépatique. Il faut demander une évaluation. Et ensuite, nous, on fera un screening avec l'écho, éventuellement l'IRM, et puis l'élastométrie, très intéressant, parce que ça va déterminer si le foie est fibreux ou pas. Et juste avant de passer la parole à Louis Faux, est-ce que tu penses qu'il y a une génétique particulière ou est-ce que c'est parce que avec la drépanocytose, on est toujours confronté à ça, une espèce de dispersion des complications qui semble être stochastique, toucher les uns plus que les autres. Alors on a vu qu'il y avait des facteurs aggravants maintenant, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des facteurs de susceptibilité? Alors là, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, au niveau personnel, parce que bon, on a passé 20 ans à démembrer tout ça, c'était pas très connu. Maintenant, moi, j'ai une vision vraiment claire. On m'adresse à ma drépanocytose, à un drépanocytaire, je peux lire quasiment dans son foie. Mais je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc, je pense qu'on doit rentrer maintenant dans une deuxième phase, c'est la phase de compréhension. En effet, on peut faire du next approach, on peut commencer à travailler vraiment, et donc on met en place actuellement une cohorte, pour l'instant dans le cadre d'un parcours de soins, donc c'est du soin courant, mais on envisage tout à fait de l'adosser à une banque et à une banque de questions, et donc commencer à réfléchir comment en défrichage des mécanismes de physiopathologie. Pour l'instant, honnêtement, je n'ai pas d'idée. Parce que finalement, pourquoi est-ce que la question clé, c'est pourquoi la vaso-occlusion va se focaliser sur le foie dans certains cas et pas dans d'autres. Comme certains patients qui font des syndromes thoraciques, on appelle ça du syndrome Pinon, et d'autres en font moins. Peut-être que tu as des réponses sur le syndrome thoracique ou c'est connu ou pas? On connaît les facteurs déclenchants assez bien. Ensuite, non, c'est pas si simple que ça. Il y a des facteurs biologiques qui effectivement sont associés à. Ensuite, est-ce que c'est déterminant pour le niveau individuel? Ça, c'est moins certain. Je pense que pour moi, le foie, c'est finalement l'approche assez similaire. Donc, je crois que c'est pour des maladies aussi rares, aussi graves, je pense qu'il y a, enfin, tu l'as dit et tu l'as convaincu, mais nous aussi, il faut vraiment élargir, être en multicentrique pour arriver à
Ouais, tout à fait. collecter des données. Là, ce que je suis en train de faire, c'est quand on a piloté quelques transplantations sur le territoire, c'est de reprendre tous ces cas, aussi des collaborations internationales, et puis derrière, c'est d'essayer de montrer un registre international des manifestations hépatiques de la drépanocytose. Et là, je pense qu'on pourra gagner, enfin, on va gagner en connaissance, en facteurs prédictifs peut-être aussi, à large échelle, si on réussit à réunir 500 patients graves, peut-être à ce moment-là, on peut faire ressortir statistiquement des facteurs prédisposants. Merci à vous, professeur Duvaux, pour cet exposé très clair et très exhaustif. On va donner la parole à Stéphanie Ngo, qui a levé la main depuis un certain temps. Stéphanie, tu as la parole pour ta question. Très bien, merci. Et en effet, présentation très intéressante, même si j'ai pas pu la suivre depuis le début. En fait, j'ai une question assez précise à poser. En fait, un de mes patients avec une drépanocytose un peu sévère présente plusieurs nodules d'HNF, principalement sur son lobe gauche. Et je me demandais si on retenait, comme chez la plupart des patients masculins, une indication à une opération de ces HNF, parce que pour l'instant, c'est ce qu'ont proposé les collègues de Beaujon, sachant que du coup, le patient aurait une lobectomie gauche du foie, ou si les HNF chez les patients drépanocytaires, même si je vois bien que c'est quelque chose de très rare, on ferait plutôt de la surveillance. Bonne question. Alors, alors HNF, c'est hyperplasie nodulaire focale. Donc, c'est une lésion bénigne du foie, en principe. Alors, chez l'homme, ce qu'on redoute avant tout, ce sont les adénomes. Hein. Donc, on est bien d'accord, ce n'est pas des adénomes, c'est des HNF. Ils ont plutôt tranché vers l'HNF que l'adénome, en effet. Alors ça, c'est la discussion clé, parce qu'il faut avoir la certitude que ce n'est pas un adénome. Un adénome chez l'homme, il faut l'opérer. D'accord, un adénome chez une femme, c'est plus de 5 cm. Mais l'HNF chez l'homme, on peut le discuter. Donc il faut en effet regarder. Bon, Beaujon est vraiment expert en imagerie médicale. Hein. Je pense que s'il pose le problème, le diagnostic d'HNF, c'est certain. Ensuite, il faut aller un petit peu plus dans le détail. Est-ce qu'il y a des signes particuliers qui évoquent un risque de dégénérescence ou pas? À mon avis, normalement, la HNF, ça ne se complique pas. Hein. Donc, c'est un peu mystérieux cette affaire. Donc, il faut quand même retourner au cas, voir exactement les conclusions. Alors là, ensuite, la question de la lobectomie gauche chez un drépanocytaire, là, c'est une intervention. Donc, il faut vraiment faire très attention à l'état du parenchyme hépatique adjacent. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'il y ait une évaluation du niveau de fibrose sur le foie droit. Qu'est-ce qui va rester comme volume hépatique restant? Est-ce sûr qu'il n'y a pas de dysmorphie hépatique chronique, comme je vous l'ai montré, pour savoir quel niveau de tolérance on peut avoir à ça. Parce que s'il a une atteinte drépanocytaire larvée sous-jacente, il peut en effet décompenser complètement sa maladie hépatique sur un foie partiel, sur un foie droit restant. Donc, je dirais qu'il faut être extrêmement prudent. D'accord. Donc, merci beaucoup. Mesurer la balance bénéfice-risque en fonction de l'état du parenchyme hépatique adjacent, éventuellement discuter une biopsie hépatique, hein, s'il y a des petites anomalies biologiques hépatiques, pas hésiter à aller un petit peu plus loin et puis revoir la balance bénéfice-risque. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé avant de proposer une cholécystéectomie prophylactique aux patients, de bien évaluer la fonction hépatique. Alors, jusqu'où il faut aller si les tests biologiques hépatiques sont dans les normes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que le parenchyme est normal qu'on peut proposer cette... Excellente question. Donc, il faut regarder l'échographie. Enfin, ça se fait de façon systématiquement. Chez un malade qui a une colique hépatique, il a une échographie. Donc, vérifier que le foie ne soit pas dysmorphique, parce qu'il est vraiment harmonieux, pas dysmorphique. Comment sont les tests biologiques hépatiques? Parce que s'il a une forme d'une atteinte hépatique drépanocytaire débutante, il peut avoir deuxième, troisième de gamma-GT, on va attribuer ça à la pathologie lithiasique, mais en fait, c'est peut-être le parenchyme hépatique qui intervient là. Donc, je dirais test biologique hépatique, échographie simple et une élastométrie avec évaluation non-invasive de la fibrose. S'il n'y a pas de fibrose, si les tests biologiques hépatiques sont normaux, le foie est harmonieux, on peut faire la discussion sans problème. S'il y a un paramètre qui est un peu perturbé, avis spécialisé. Nous, par exemple, l'AP a été attaqué pour le patient qui a fait cette dysfonction hépatique sévérissime après une cholestérectomie. Et en fait, il a été reproché qu'il n'y a pas eu de liée pathologique demandée. Il faut faire très attention. Et une pathomégalie homogène,
Ça nous arrive souvent dans le bilan Ouais. de la maladie de le trouver avec les tests biologiques normaux. Ah, ça c'est Et alors, même pas un petit peu qu'est-ce de qu'on en DMHD. fait? Non, c'était mal normal. Qu'est-ce qu'on en fait? Là, il faut. Ça arrive. Et du coup, tu ne les vois pas. Ouais. Là, je dirais volontiers une élastométrie. Alors, l'élastométrie à distance de toute crise vaso-occlusive. Si l'élastométrie est perturbée, ben, il faut faire une biopsie hépatique parce qu'il peut y avoir des lésions vasculaires intracliniques. Mais, encore une fois, avec toute précaution requise. C'est une affaire de balance bénéfice-risque. Moi, je ne suis pas un accro de la biopsie. Je suis beaucoup de ces patients et vraiment, je réfléchis à 2 fois avant de leur proposer. Et, en fait, la question la plus fréquente avec laquelle on est confronté en pratique courante, c'est un patient qui a des petites anomalies hépatiques, un foie un peu gros, et des marqueurs d'auto-immunité. Donc, le marqueur d'auto-immunité chez le vaccinaire, il peut peut-être vous en parler, Frédéric, c'est une situation fréquente. Et donc, on ne va pas forcément porter le diagnostic de maladie auto-immune, mais la question du médecin qui nous reste de patient, c'est est-ce que mon patient il a une CVP, est-ce qu'il a une hépatite auto-immune, est-ce que je dois le traiter? Et donc, par expérience, je vois si vous avez des anticorps très bas, à 80e, et un profil typique de maladie vasculaire du foie, moi je ne dis aussi pas forcément. Merci beaucoup. Il y a d'autres personnes qui Docteur Valentin, vous avez la parole. Oui, merci. Merci aussi pour ce topo qui était très clair. Une question sur le traitement préventif de la maladie hépatique. Est-ce que vous avez des données sur l'hydroxycarbamide ou sur les échanges, le programme d'échange érythrocytaire dans la prévention ou le ralentissement de l'évolution de ces maladies du foie? Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul. En fait, on a évolué en 2 phases. On a démembré ces formes sévères grâce au prisme de la transplantation. Et maintenant, on est en train de s'intéresser en effet aux formes moins sévères. On a mis en place un parcours de soins abondant avec une RCP mensuelle. Chaque patient qui a des anomalies biologiques significatives a différents examens. En 2 premières lignes, ce dont on a parlé, l'IRM, les tests biologiques, l'auto-immunité, les virus, l'élastométrie. Ensuite, en RCP, on discute de l'indication de biopsie. Et à partir de là, on va pouvoir analyser de façon longitudinale en fait, le suivi de ces patients. Par précaution, on est quand même en plein à ces patients, soit ils ont du cycle, enfin de l'hydroxyurée, soit ils vont rentrer dans des programmes de transfusionnels en fonction de l'ensemble des manifestations par ailleurs de la drépanocytose. Donc ça, c'est les drépanocytologues qui ont la main. Et les échanges transfusionnels sont assez largement prescrits avec des chiffres d'hémoglobine S inférieurs à 30%. On n'a pas encore le recul pour dire en effet si de façon formelle et objective on ralentit l'histoire de la maladie. C'est un peu par intuition et expérience. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric? Ah oui, tout à fait. Et donc, le cyclose, c'est pas mal non plus. C'est vrai que quand on voit des hémoglobines F à 14%, on est content. Il y a des problèmes d'observance, mais honnêtement, là aussi, l'histoire du registre, c'est aussi l'approche longitudinale pour essayer de voir comment on peut mesurer l'impact de ces mesures-là. Ok, merci. En attendant, est-ce que tu as connaissance de quelque chose de l'équivalent à ce que tu fais pour les adultes chez l'enfant en France? Oui, donc la question de Frédéric, c'est ce qu'il y a d'équivalent en pédiatrie. Et donc, oui, à Necker, dans la CAI, on est très bien l'utilisation avec la baptistose, Chez l'enfant. Chez l'enfant, oui, tout à fait. Et donc, elle a une grosse expérience de tout ça. Donc, pour les aspects pédiatriques, oui, tout à fait, vous tournez bien. Alors, il y a des maladies qui sont à la fois pédiatriques, mais peut-être un peu plus pédiatriques d'ailleurs qu'adultes, comme les cholangites, non? Que je me trompe ou pas? Oui, alors la pathologie psychiatrique pédiatrique, on a des pathologies sujets assez jeunes, avec donc le cortège de l'oncologie qui va associé à ça, donc des sénoses biliaires sur l'ithiase, de l'angiopénie sur l'ithiase, tout ça, ça me paraît en effet revenir autour de 15, entre 10 et 20 ans en fait. Je dis ça parce qu'en fait, on voit très peu ces patients à l'âge adulte. On suit des patients entre 25 et 50 ans, 55 ans. On a assez peu de cholangiopathie, à part les cholangiopathie primitive. Alors, à ce propos des cholangites de sclérosante primitive, il y a Slimane Alali, qui est pédiatre à Necker, qui a envoyé via la filière. Je ne vais peut-être pas au courant du coup, parce que je ne sais pas si c'était dans les mails de la liste
de diffusion, une enquête adressée à tout le monde, et en demandant de nous signaler les cas pour avoir une série un peu plus. C'est excellent, ouais, artistiquement, c'est des initiatives intéressantes. Et ça, c'est avec ton registre, éventuellement, que on va contribuer. Registre, c'est une idée, là. Mais non, mais j'ai vu passer cette enquête, et en effet, ça me paraît très intéressant de pouvoir démontrer. Je pense qu'il faut l'associer à une analyse critique des anomalies qu'on va voir. Parce que le cadre n'est pas unique. Et moi, il y a un truc aussi qui commence à me titiller, c'est il y a une fréquence anormale de maladies inflammatoires digestives étiquetées acte Covid hémorragique sur des patients qui ont finalement des colonchites qui sont potentiellement des colonchites. La question que je me pose, c'est est-ce que finalement il ne faut pas renverser le problème? Parce que nous, on dit c'est bien une liquide, donc c'est une colonchite primitive. Je me dis, il y a une colonchite systémique, est-ce que ce n'est pas une atteinte systémique digestive spécifique de la drépanocytose? Et alors, je ne sais pas si vous avez une expérience de ça, l'atteinte digestive. On y pense, mais c'est tout. Voilà, donc je sais qu'on a notre pays de gastro qui a mis la contribution par le BGR, C'est ça. C'est de reprendre les mythes associés au drépanocytose. C'est ça, pour essayer de comprendre. Pour essayer de comprendre ça, je pense que c'est un sujet intéressant, parce que probablement, je pense qu'il y a des lésions spécifiques digestives qui sont décidées. On sait qu'il y a des altérations du microbiome extrêmement marquées, il y a des problèmes d'altération de la perméabilité intestinale et drépanocytaire, et il y a de toute façon une surveillance, une souffrance digestive sur cette façon. Merci beaucoup. Le sujet il est très intéressant et voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et s'il y a des questions, j'encourage à ce que les gens ils posent directement leurs questions. Allumez vos micros et posez vos questions si vous en avez. Bonjour, merci beaucoup. C'est Corinne Guiton à 17. C'est juste pour dire que pour la pédiatrie, les pathologies, du coup, je travaille beaucoup avec nos collègues du coup de l'étage d'au-dessus, hépatologues, et on est en train de reprendre également les atteintes, on va dire, dysimmunitaires hépatiques des patients du coup drépanocytaires, du coup pédiatriques, hein, qui ont été suivis dans le service. Donc, ce sera aussi un autre éclairage où effectivement on est très surtout marqué par une fréquence importante effectivement d'atteinte, on va dire, cholangite sclérosante que effectivement peut-être vous voyez chez les adultes, parce que peut-être effectivement ils se voient plutôt en pédiatrie. Donc on en saura peut-être un peu plus. C'est en cours. C'est vrai qu'en fait, en pédiatrie, il y a aussi le profil particulier des cholangite sclérosantes qui peuvent se révéler dans un tableau simulant une hépatite auto-immune. Donc on est vraiment en marge avec des syndromes de Barla. Non, c'est très, très important de pouvoir démembrer tout ça. Mais là aussi, hein, je pense que c'est important. Moi, j'ai cité Necker, mais je sais que Bicêtre réussit à lutter. Donc, il faut faire des regroupements, des études multicentriques, des registres pour essayer de progresser plus vite. Un très beau papier là, qui vient d'être publié, qui vient de sortir, pédiatrie, sur la signification des marqueurs auto-immuns et ça déborde en particulier sur le foie. Souvent, oui, tout à fait. Et c'est vrai que il y a aussi du coup en radiologie, il y a un interne qui a repris un peu du tout l'élastométrie, du coup hépatique, qu'on fait un peu dans les bilans annuels qu'on fait chez nos patients. Effectivement, on fait toujours une échographie abdominale. Et du coup, est-ce que c'était pertinent? Est-ce qu'il y avait voilà, une évolution de cette élastométrie en vieillissant ou pas? Donc, ça déjà une idée un peu de l'évolution naturelle, j'allais dire, de ce foie qui peut effectivement stresser en commençant à l'âge pédiatrique. Donc ça aussi, c'est en cours avec du coup l'équipe de radiologie à Bicêtre. Voilà. Donc on aura peut-être quelques autres pistes. C'est quand même l'atteinte hépatique qui est un peu orpheline, on va dire, hein, dans cette maladie. Je pense qu'il faut vraiment mutualiser l'ensemble des cas et organiser ces suivis longitudinaux. Alors si vous pouvez en plus partir de l'âge pédiatrique, ça c'est absolument extraordinaire. Oui, c'est l'idée. Voilà. Vraiment intéressant. En ce qui concerne la cholécystectomie, on pourrait qualifier de préventive sur lithiase non compliquée. Je pense que, comme tu l'as dit, l'indication doit être mesurée parce qu'il y a effectivement des risques potentiels, mais j'ai l'impression au final que ces lithiases se compliquent toujours un jour ou l'autre, qu'elles ne restent jamais asymptomatiques définitivement, et qu'une fois qu'elles sont symptomatiques, on rentre dans un avenir hépatologique, au sens large, qui est mal bordé. Enfin, il me semble.
Alors, en fait, très honnêtement, je vois très peu de malades non cholestétomisés. Je n'ai pas ce recul-là. Je pense que c'est vous qui l'avez vu à un moment donné, Ouais. vous êtes orienté vers une stratégie. C'est ça, je suis largement responsable Et à notre niveau. de 100 patients ou 150 patients cholestétomisés, où ça se passe très bien. On a même été à la cholestétomie, ni la laparoscopie. Encore que, en théorie, hein, la celluloscopie, en gonflant l'abdomen, en modifiant les échanges gazeux, peut ne pas être complètement anonyme. Et on a finalement de très bons résultats dans une équipe expérimentée. Donc oui, chez nous, ça marche. On s'est fait piéger une fois, mais il faut rester modeste. Mais honnêtement, tu as raison. Et ensuite, ça n'exclut pas qu'ensuite le patient récidive sur un mode lithiasique sous forme de lithiase intrahépatique. Donc c'est une autre histoire et une autre problématique de prise en charge. Et est-ce que tu voudrais justifier à chaque fois que c'est possible, hein, naturellement, ce n'est pas toujours, de biopsier le foie lors d'une cholécystectomie Alors ça, je suis très favorable. Très favorable à ça pour avoir une histologie hépatique de référence, mais ce n'est pas toujours simple. Sur celluloscopie, le chirurgien il a besoin de faire pour faire plus ces patients. Si c'est techniquement réalisable, pourquoi pas. En tout cas, pour la pédiatrie, dans le nouveau PNDS, on a validé la cholestéctomie préemptive avant toute manifestation clinique. Donc, a priori, tous les enfants. D'accord, vous êtes orienté vers ça. Donc, oui, tout à fait. En pédiatrie, vous observez les lithiases à partir de quel âge? Alors, en général, quand il y a un syndrome de Gilbert associé, c'est vrai qu'on peut en voir un peu avant l'âge de 5 ans, mais c'est plutôt, on a l'impression comme ça, quand on regarde un peu macroscopiquement, c'est on va dire entre 5 ans et le début de l'adolescence, quoi. On en a quand même régulièrement. Et c'est vrai que, alors ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'un patient a été cholestétomisé, c'est vrai que nos collègues, du coup, en radiologie, disent, mais pourquoi tu continues à lui faire l'échographie abdominale? Ben, en fait, du coup, je pense que du fait de cette atteinte hépatique, voilà, qu'on peut voir s'installer de façon insidieuse et tout ça, c'est un motif, en tout cas, pour poursuivre effectivement les bilans annuels des enfants, le bilan hépatique, l'échographie, avec un œil attentif sur le parenchyme hépatique et pour pouvoir effectivement être extrêmement réactif le plus tôt possible alors que ça ne se complique. Un argument de plus. Ça rejoint la question de Frédéric, comment à niveau de vent des manifestations hépatiques et dépister. L'échographie, ça peut être intéressant. Là où je vous ai montré ce cas de cette jeune femme qui développe une maladie lithiasique intrahépatique sur 10 ans. Là. Donc, alors est-ce que l'échographie est le meilleur examen? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, nous, on en a. C'est vrai que je pense qu'on a un biais de sélection important puisqu'on nous réfère effectivement des patients qui viennent un peu partout pour effectivement parfois des empierrements des voies biliaires, de la voie biliaire principale et intrahépatique ou pour des migrations de calcul. On a la chance d'avoir Isabelle Botchef ici qui peut faire l'endoscopie même chez les plus petits. Mais c'est vrai qu'on a des tableaux un peu exceptionnels, rares, Dieu merci, hein, où effectivement on est parfois très surpris avec une échographie qui a été faite, le bilan annuel en 2020 et en 2021, on a des calculs absolument partout. Et c'est vrai qu'il y a, comme s'il y avait une espèce d'effet paratonnerre, et ça, c'est vrai qu'on ne comprend pas bien. Donc voilà. Ça justifie pleinement la surveillance. Hein, parce que, oui. Ensuite, si la lithiase intrahépatique est asymptomatique, on ne peut rien faire, hein, mais ça permet quand même d'être un petit peu informé et de voir si on a des stratégies pour essayer de... Comment est-ce qu'on peut impacter sur la lithogénèse, sur la maladie hémolytique finalement? C'est des patients qui ont des profils hyperhémolytiques? Oui, c'est ça. Oui, en général, en tout cas, on peut détruire. Ils ont des marqueurs génétiques de maladie de Gilbert. C'est très favorisant, à la fois en fréquence et en gravité, en probabilité de complications. Donc c'est vraiment là, c'est très important. Et c'est sûr que les antécédents, par exemple, d'ictère à la naissance, doivent être regardés tenus pour importants de ce point de vue-là aussi. Mais on n'a pas la possibilité actuellement de modifier le profil hyperhémolytique d'un patient. Pas encore. Ça vient. C'est une question de l'hépatologue ou de drépanocytologue. Alors ça vient comment? Il y a plusieurs pistes. Alors il y a eu le Voxelotor, par exemple, mais qui a fait un flop. Mais il y a son grand frère ou son petit frère au choix qui approche là, et qui est prometteur.
Il y a également la stimulation énergétique du globule rouge par les activateurs de la pyruvate kinase, qui sont on le voit en poupe aussi de ce point de vue-là. Il y a l'hydroxyurée, naturellement, qui a une action sur l'hémolyse aussi. Ah ouais. Donc, voilà. Et là aussi, peut-être que via l'hydroxyrée qu'on a du coup dans le PNDS, là, on a quand même plutôt aussi très proactif maintenant en pédiatrie. Hein, on incite à débuter plus tôt ce traitement et du coup, on va peut-être voir une génération effectivement d'enfants qui auront eu moins d'hémolyse très tôt dans leur vie et peut-être que ceux-là auront moins de complications hémolytiques plus tard et moins de complications d'organes. Mais ça, on saura pas pour l'instant, mais on pourra répondre dans quelques années. Mais peut-être on essaie en tout cas. Excellent, c'est très très stimulant la conversation. Parce qu'on voit que les pratiques peuvent se bénéficier et bonjour bénéfice du patient. Très très bien. Il y a des questions. Il y a encore 2 questions dans le chat, oui. Je les lis. Donc c'est une question de je ne sais pas qui. Y a-t-il un âge à partir duquel on doit rechercher activement une atteinte hépatique dans la drépanocytose? Et là encore, je me dis, je ne sais pas répondre. Je pense qu'il faut vraiment passer, il faut rester raisonnable quand même. Hein. Il faut, à mon avis, un minimum d'anomalies biologiques hépatiques. Ou s'il y a un gros foie qui apparaît, il ne faut pas le négliger, ça c'est certain. Mais chez un patient qui n'a pas d'anomalie morphologique hépatique et des tests hépatiques normaux, de toute façon, enfin je ne sais pas, mais dans la pratique, tous nos patients ils ont un bilan hépatique. Un bilan hépatique, ils ont l'échographie abdominale. Ils ont une échographie abdominale. Donc, en réalité, très tôt, comme le rapporté l'expérience de Bicêtre, hein, ces patients ils sont finalement investigués sur le foie. Au départ, en pédiatrie, pour l'aspect biliaire et ichthyosique. Et ensuite, on peut continuer à l'âge adulte pour l'aspect hépatique, pour le minimum, par des tests biologiques hépatiques, une élastométrie, une échographie de référence. Si tout est normal, on peut répéter tous les 2 ans, par exemple. Mais c'est vrai que quand l'atteinte est frustre, aller modifier chez des patients polypathologiques sur la seule donnée d'un petit frémissement hépatique, ça peut être un peu excessif. Enfin, je pense qu'il faut rester clinique quand même dans l'approche. Merci. La deuxième question, c'est un cas d'atteinte hépatique dans la gestion des crises vaso-occlusives. Doit-on garder l'usage du bicarbonate? Ouf. Le drépanocytologue va s'exprimer, ou les drépanocytologues. Autant le bicarbonate peut être intéressant en cas d'acidose, c'est-à-dire d'atteinte peut-être multiviscérale avec atteinte rénale en particulier, autant dans l'atteinte hépatique isolément, je ne vois pas très bien comment ça interfère pour le moment. La véritable méconnaissance en fait. C'est la gestion générale de la crise vaso-occlusive, parce qu'en général, il y a pas une... Oui, mais c'est même ça, l'apport de bicarbonate et se discute en dehors des tubulopathies rénales. Il y a pas mal de drépanocytaires pour des atteintes tubulaires avec une hypobasémie et un pH avec une difficulté de l'expression des urines. Donc, ils ont des urines plutôt alcalines par rapport pour les urines, j'entends, et une facilité d'avoir des acidoses métaboliques. Bien sûr. Si je comprends bien, c'est un patient qui a déjà du bicarbonate dans son traitement et qui fait une crise, est-ce qu'on lui garde? C'est ce qu'il comprend de Oui, la question je ne vois pas de raison de modifier les choses. Gestion standard des bicarbonates. Il y a quelqu'un qui est intervenu qui dit qu'ils ont d'autant plus une surveillance hépatique qu'ils ont d'une part une hémolyse importante, plus qu'à l'âge adulte, et qu'ils sont mis maintenant plutôt sur les oxyurés et les transfusions. Très bien. Ouais, donc finalement, par défaut, de toute façon, on surveille le foie. Mais ensuite, c'est essayer d'aller plus loin et de comprendre ce qui se passe dans le foie s'il y a des anomalies. Donc c'est là où je pense que les pathologues peuvent intervenir. Modestement. Hein. Non. Merci beaucoup. Je pense qu'on va laisser la parole à M. Galapagos. Oui, je vais être très bref. D'abord, pour te remercier très vivement. On se connaît depuis suffisamment longtemps pour ne pas s'embarrasser de trop de formules. Et d'autre part, tu es la parfaite illustration, si tu permets, de ce que nous avions rêvé de faire quand on a créé le centre de drépanocytose en 92, c'est-à-dire arriver à intéresser des collègues experts dans leur domaine aux particularités de la drépanocytose et de la pathologie. Ben, c'est un exemple de plus où, si on ne rentre pas
dans ce monde de la drépanocytose, on peut faire des grosses erreurs d'appréciation et même de diagnostic et de compréhension physiopathologique. Ça demande un investissement intellectuel notable. Et pour compléter, je dois dire que je réinsiste, on a eu la chance d'avoir l'outil de transplantation hépatique. Sans cet outil-là, on serait resté en pied. Quand je repense, parce qu'on a commencé notre programme de greffe hépatique chez le drépanocytaire il y a 30 ans. On y allait la fleur au fusil, on savait absolument, nous, on était pathologues, on ne connaissait pas cette maladie, on les gérait comme des patients standards. Ils ne sont pas du tout. C'est pour ça que probablement on a eu des difficultés quand même dans les suites initiales. Par exemple, on a découvert qu'ils étaient extrêmement vulnérables au point de vue système nerveux central, convulsaient énormément sous anticaxinerie, le syndrome de cécité corticale, des choses comme ça. Donc, on ignorait la fragilité et la susceptibilité de ces patients, donc on a beaucoup appris. Mais en retour, l'analyse des explants nous a vraiment permis de comprendre ce qui se passait dans le foie. Et l'histoire de la... Quand on voit les synthèses dans la littérature, jusqu'à ce qu'on ait publié nous, la maladie chronique vasculaire drépanocytaire compliquée d'acute chronique pénophilaire, c'est pas décrit, ça n'existe pas. Et en fait, c'est le gros lot de ces malades-là. Ces malades qui vont vraiment dans l'insuffisance hépatique terminale, la plupart ont des lésions hépatiques sous-jacentes et ils vont se précipiter dans la défense hépatique terminale. Donc tout ça, on a appris ensemble et vraiment, je remercie Frédéric de nous avoir en effet sensibilisés. Et c'était vous qui poussiez à la transplantation, c'est motivé pour ça. Voilà. Donc, on a bien avancé. Bravo. Merci beaucoup. Et puis, merci à toutes et à tous. Et puis, bonne soirée. Excellente soirée. Merci beaucoup. Merci au groupe de travail multidisciplinaire de la filière. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.